participar no nosso seminário. E vou evocar alguns elementos mais significativos dos seus currículos, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler as breves notas que circularam por e-mail. Bem, são duas pessoas especialistas em psiquiatria, psicologia clínica e especialmente na abordagem fenomenológica em psiquiatria e psicologia clínica. Portanto, a doutora Émilie Oudard é psiquiatra pela Universidade Livre de Bruxelas e ocupa-se particularmente no estudo teórico e clínico deste conceito de Tellenbach, o typus melancholicus, relacionando também com o burnout e com a saúde mental na perinatalidade. Quanto ao colega Jérôme, a sua primeira pesquisa de doutoramento em psicologia, disse a respeito, concentrou-se em Sartre e particularmente no conceito de situação em Sartre. Está publicado com o título Psicopatologia do Homem em Situação. É uma investigação sobre o contexto carceral ou prisional. E, mais recentemente, destacaria as obras sobre a esquizofrenia, autoconsciência e intersubjetividade, uma obra que retoma toda a discussão contemporânea sobre a fenomenologia da esquizofrenia, no que diz respeito então ao self esquizofrénico, à estrutura temporal e intersubjetiva na experiência esquizofrénica. Em relação ao tema de hoje, verão que uma parte do trabalho é uma espécie de resumo de uma obra recente de 2021 que escreveu com Grégory Corman, ou seja, o caso Jonas, que aparecerá na parte final desta apresentação. Et maintenant, bon, je passe la parole à nos invités. S'il vous plaît, la parole est à vous. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Paolo. C'est Émilie qui va commencer à parler. Je voudrais peut-être simplement d'abord bien être sûr que vous m'entendez bien, parce que moi, j'ai un peu du mal à vous entendre, mais vous m'entendez bien quand je parle? Oui, très bien. Ok, parfait, super. Donc, c'est Émilie qui va parler, qui va commencer cette conférence, mais je voulais simplement prendre 2 secondes pour vous remercier pour cette sympathique invitation. Et particulièrement, c'est un plaisir de retrouver Paolo, vu depuis longtemps. Et donc, Émilie, je te laisse commencer. Parfait, merci Jérôme. Et merci pour cette invitation. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir venir vous parler du typus melancholicus, qui est vraiment un sujet fascinant. Et je vais dire qu'il me fascine d'autant plus que j'y ai consacré mon mémoire de fin d'études. J'espère pouvoir vous transmettre à quel point c'est un sujet intéressant et qui gagne à être connu. Ah voilà. Alors, moi, je vais vous introduire rapidement ce qu'est le typus melancholicus. En quoi il consiste. Je pense qu'il y a un problème d'écho parce que ça a mis un rôle de il faudrait que les micros soient coupés. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Oui, je pense que c'est bon, merci. Oui, parfait. Donc, dans un premier temps, je vais vous introduire le sujet du typus melancholicus, ses caractéristiques, en quoi il consiste précisément. On va essayer comme ça, je vais mettre le son moins fort.
Ensuite, la méthode qui a été utilisée pour la revue de littérature qui a été Non, ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Ça ne va pas, il y a un problème d'écho. Comment est-ce qu'on fait alors, Jérôme? Parce que Comment est-ce qu'on fait alors, Jérôme? Parce que si on 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 fait alors, Jérôme? Je ne sais pas, mais c'est effrayant. Je pense qu'il faudrait que tout le monde coupe son micro, mais je pense qu'il n'y a que. Est-ce que tout le monde peut couper son micro hormis Émilie? Couper son micro hormis Émilie. Moi, je vois que tout le monde est en mute ici. Et là, je n'entends pas d'écho. OK. Donc, je reprends là où je m'étais arrêtée. Donc, dans un premier temps… Il y a toujours un écho. Il y a toujours un écho. Bon, ça, c'est embêtant. Là, moi, je ne l'entends plus. Moi non plus, je pense que c'est possible. OK, maintenant, Émilie. Non, il y a arrêter si ça recommence. Hein. Donc, l'idée dans un premier temps, eh bien… Peut-être mettez un écouteur. Vous pensez que moi, je dois mettre un écouteur, que c'est ça qui est le problème? Parce que ça ne m'a jamais posé problème auparavant, pourtant. Je pense que comme ceci, ça fonctionne maintenant. Que j'avance, hein, puis au pire, vous me… donc, dans un premier temps, exposer le principe même du typus melancholicus, puis rapidement parler de la méthode que j'ai utilisée pour ma revue de littérature et des résultats que j'ai obtenus. Bien sûr, ce n'est pas du tout le centre du sujet ici. Hein. Et puis, on va ensuite discuter rapidement de ce qu'on a appris et de ce qu'on sait à l'heure actuelle sur le typus melancholicus. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Jérôme pour parler du cas Jonas, qui est donc un cas particulièrement fascinant de typus melancholicus qui illustre relativement bien ce qui va être dit maintenant. Alors, concrètement… Pardon? Il y a toujours un écho. Moi je n'entends plus d'écho, en tout cas. Moi non plus. C'est nettement mieux. Pour ma part, c'était parfait maintenant, oui. Oui, moi aussi. Je suis désolée. Bon, je continue, j'avance. Hein. Par contre, je pense qu'il faudrait que M. Geising coupe son micro maintenant. Désolé. Alors, c'est Hubertus Tellenbach, qui était un psychiatre allemand, qui met en évidence qui invente le concept de typus melancholicus en 1959. Comment fait-il? Il étudie la catamnèse, c'est-à-dire l'histoire de la maladie de 119 de ses patients qui sont hospitalisés pour dépression mélancolique à l'hôpital universitaire d'Heidelberg. Il met en évidence chez plus de 50% de ces 119 patients hospitalisés pour dépression mélancolique une structure de personnalité prémorbide, donc qui prédisposerait à la dépression mélancolique, et il l'appelle le typus melancholicus. Alors, il y a 4 caractéristiques pour faire la définition du typus melancholicus qu'on connaît aujourd'hui. Les 2 premières, le besoin d'ordre et la conscience morale, ont été apportés par Tellenbach en 1960. Je suis désolé, mais il y a un écho qui revient. Mais... Ah voilà, maintenant le micro de M. Geising a été coupé. Je pense que ça va aller maintenant. Désolé, Émilie, vas-y. Pas de souci. Donc, les 2 premières caractéristiques viennent bien de Tellenbach, qu'il a publié en 1961 sur base de sa recherche de 59. Et les deux caractéristiques suivantes sont apportées par Krauss, un disciple de Tellenbach, en 1977.
Les deux premières sont donc le besoin d'ordre et la conscience morale, et les deux dernières, l'hyperhétéronomie et l'intolérance à l'ambiguïté. Elles se trouvent ici en haut à droite pour essayer de les avoir toujours en tête au fur et à mesure de la présentation. Alors attention, ce qui est important, c'est que c'est bien la catamnèse qui a été étudiée, donc l'histoire de la maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient mélancolique qu'il faut interroger. Il faut interroger le patient mélancolique, mais aussi ses proches, voir un petit peu comment il se comportait en l'absence de dépression. C'est ça qui est important et qui est de fait très intéressant. Alors, le besoin d'ordre correspond au grand sentiment et au grand sens de justice et du devoir du typus melancholicus. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour répondre aux demandes de ses partenaires sociaux. Son besoin d'ordre n'est pas comme le besoin d'ordre de la personnalité obsessionnelle, par exemple. C'est bien plus centré sur les relations interpersonnelles. Il va avoir un besoin de hiérarchie bien claire, un grand respect de ce qu'il doit être fait. Il sera extrêmement respectueux de ce qu'on attend de lui et fera tout pour que les expectatives des autres personnes arrivent parfaitement à répondre à ce qu'on attend de lui. La deuxième caractéristique, qui est donc la conscience morale, se centre sur la culpabilité. Tout conflit crée une culpabilité chez le typus melancholicus et cette culpabilité est insupportable, raison pour laquelle il va tout faire pour éviter la culpabilité et donc éviter le conflit. Ça veut dire qu'il va difficilement tolérer s'il y a des choses qui changent à son insu. Il va avoir une difficulté énorme à s'adapter aux changements autour de lui parce que qui dit adaptation dit risque de conflit et donc culpabilité. Alors, l'hyperhétéronomie, l'hypernomie, ça correspond à l'adaptation extrêmement rigide des normes sociales. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour respecter à l'extrême ce qui lui est demandé. Ça veut dire aussi que s'il doit transgresser les règles et ne pas les respecter, ça le met dans un inconfort vraiment très important. L'hétéronomie s'intéresse au fait que ce respect extrême des règles et des normes vient des normes externes. Ce ne sont pas ses propres lois, ce sont les lois qui lui sont inculquées par l'extérieur. Parfois, il a l'impression que ce sont les lois qui lui en sont inculquées, bien sûr. C'est sa propre interprétation des règles qui est ici intéressante. Et non pas ses propres règles à lui. Il le fait parce que c'est comme ça que cela doit être fait, selon ce qu'il a compris de son environnement. Et alors enfin, l'intolérance à l'ambiguïté. Il s'agit de l'incapacité émotionnelle et cognitive de reconnaître des caractéristiques opposées chez un même objet, une même personne ou une situation. Ça veut dire qu'il va aussi avoir tendance à faire l'expérience uniquement de situations sociales qui confirment ce qu'il connaît déjà et que pour lui, ça va être très, très, très compliqué de pouvoir imaginer que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Il a aussi beaucoup de mal à reconnaître chez l'autre une complexité émotionnelle qui ne serait pas prévisible par rapport à ce que lui a imaginé. De manière plus concrète, comment peut-on imaginer que le typus melancholicus arrive jusqu'à la mélancolie? Les Japonais ont beaucoup étudié le typus melancholicus et parlent du fait que pour eux, le typus melancholicus caractéristique, c'est l'infirmière japonaise. L'idée étant que cette infirmière, qui au départ a donc le besoin d'ordre, elle fait parfaitement son travail de manière très claire, en répondant bien aux demandes de sa hiérarchie et aux demandes de ses patients. Elle a une conscience morale très importante, elle fait tout ce qui se passe pour que tout soit fait de manière vraiment convenable et c'est de là qu'elle tire une grande satisfaction. Hyperhétéronomie, elle respecte rigoureusement les règles qui lui sont imposées et l'intolérance à l'ambiguïté, soit les choses se passent bien, soit les choses se passent mal, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si sur cette infirmière japonaise, au lieu d'avoir 10 patients, je lui en mets 20. Donc, je donne le double du nombre de patients. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Dans un premier temps, cette dame va travailler plus, c'est-à-dire qu'elle va essayer de fournir plus de travail pour pouvoir soigner tout le monde.
Ce qui veut dire que petit à petit, elle va s'enfermer dans la prison de devoirs et d'obligations, à augmenter ses horaires, à devoir être de plus en plus productive, à diminuer ses pauses, etc. Pour finalement arriver à un moment où, dépassée par tout ça, dépassée par après la constellation d'includence, elle va, malgré tous ses efforts, malgré le fait qu'elle s'épuise petit à petit, se retrouver dans la constellation de la rémanence. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que malgré tous ses efforts, elle reste en deçà de ses attentes. Elle se retrouve dans une situation où, en fait, soit elle soigne tout le monde, mais imparfaitement, soit elle ne soigne pas tout le monde, ce qui est évidemment cognitivement impossible à ressentir, vu que ça veut dire qu'elle ne pourrait pas faire ce qu'on attend d'elle. Et donc, confrontée à une situation pathologique, si la charge devient trop élevée pour lui, le typus melancholicus aura des difficultés à s'adapter et petit à petit basculera dans la mélancolie. C'est ça l'idée globale du typus melancholicus qui va vers cette mélancolie. Ce qui est assez important à savoir, surtout pour notre recherche ici, c'est que le typus melancholicus est comparé la majorité du temps avec des dépressions majeures, et pas spécialement des dépressions majeures à caractéristiques mélancoliques. Le DSM-4, on utilise maintenant plutôt le DSM-5 bien sûr, nous compare la dépression majeure et la dépression majeure avec des caractéristiques mélancoliques. C'est important de mettre un petit mot là-dessus quand même, parce que du coup, la dépression majeure et la dépression majeure avec des caractéristiques mélancoliques, n'est jamais qu'une dépression majeure avec une petite notion en plus. La perte d'intérêt ou de plaisir devient une perte d'intérêt ou de plaisir dans presque toutes les activités. L'agitation psychomotrice devient une agitation psychomotrice importante. Une perte de poids devient une perte de poids ou une anorexie significative. Et donc, le problème, c'est qu'on passe un peu à côté là d'une autre définition. La mélancolie parle plutôt d'une absence de sentiment, d'un sentiment d'absence de sentiment. Le dépressif mélancolique n'a pas du tout la même tristesse que celle du dépressif, je vais dire unipolaire, sans caractéristiques mélancoliques. S'il ressent une tristesse, c'est une tristesse qui va être secondaire au fait qu'il ne ressent plus rien. Avec ces très jolies phrases de notamment Tatosian qui dit que celui qui peut être encore triste n'est en fait pas mélancolique. Et Tellenbach qui justement en 61 parle du fait que le dépressif mélancolique n'est pas triste au même titre que le maniaque ne jouit, comme un homme sain, pas plutôt non décompensé, c'est ce qu'on dirait maintenant, peut jouir ou être triste. Bon, alors rapidement pour la méthode, donc assez classiquement avec des moteurs de recherche et des mots-clés dans les 3 langues. Ce qui est un petit peu intéressant à dire tout de même, c'est qu'il y a différentes échelles qui sont utilisées et que, à mon sens, elles ne sont pas... c'est un petit peu dommage qu'on en ait plusieurs et qu'elles ne soient jamais vraiment toujours utilisées les mêmes. L'idée, ce serait qu'en fait, il y a tellement de caractéristiques et c'est tellement compliqué à étudier que c'est pour ça qu'on a du mal à trouver une échelle facilement utilisable, enfin qu'on avait du mal, je devrais dire, mais on va en parler tout de suite. Alors, la première étude est intéressante parce qu'elle montre que le pourcentage de typus melancholicus, le score de typus melancholicus est complètement indépendant du genre, du sexe, de l'âge et de certaines caractéristiques cliniques. Ce qui est très, très, très intéressant aussi, et on va en reparler tout de suite après dans la discussion, c'est que dans cette étude de 1994, on se rend compte qu'il y a un score de typus melancholicus plus élevé chez des patients qui ont au-dessus de 60-70 ans. Et on va en parler tout de suite après. Donc, c'est le Kashara score, qui est un score que j'ai repris ici, qui est utilisé pour étudier le typus melancholicus dans ces articles-là. Nakanishi parle du fait que le typus melancholicus pourrait être un facteur de chronicité de la dépression et que donc le typus melancholicus pourrait avoir tendance à faire une dépression plus facilement chronique.
Furukawa, c'est la seule étude dans les 9 articles qui ne montre pas de différence statistiquement significative. Celle-ci est très importante parce qu'elle montre qu'il n'y a pas de lien entre typus melancholicus et trouble de la personnalité. Et donc, ce n'est pas un trouble de la personnalité comme la personnalité obsessionnelle, par exemple. C'est plus une structure de personnalité prémorbide qui peut même éventuellement coexister avec d'autres troubles de la personnalité. Alors, Munt et al. Montre aussi un pourcentage plus élevé de typus melancholicus chez les dépressifs unipolaires. Eux, ils ont fait une super étude parce que ça a été fait par 2 psychiatres qui devaient, à la fin d'un entretien d'1 heure, dire si oui ou non la personne est typus melancholicus. Le nouveau questionnaire qui est apparu en 2006 de Stangalini et Bertelli est très, très, très intéressant parce que sur base des 4 critères, ils proposent 4 questions et les personnes doivent dire oui ou non. Si j'ai 3 bonnes réponses sur 4, j'ai le critère. Si j'ai 3 critères sur 4, je suis typus melancholicus. Et ça, c'est vraiment super parce que c'est grâce à ça qu'on va potentiellement pouvoir interroger plus facilement les gens et faire avancer les choses plus vite. Il a réétudié avec son critéria pour typus melancholicus et il a remarqué que les dépressifs typus melancholicus ont un score plus élevé de perte de l'élan vital et de culpabilité et moins d'irritabilité et de dysphorie, ce qui correspond un peu à notre idée de la dépression plutôt mélancolique et pas au sens du DSM, mais plus au sens où nous, on l'entend évidemment. Et puis, il y a Jérôme, là, ici, qui, en 2018, nous a publié cette super traduction en français, donc en version francophone, de cette échelle, avec donc à nouveau les 4 phrases et les 4 critères. On est presque fini vite fait la discussion. Donc, notre revue de littérature a confirmé le lien entre typus melancholicus et dépression unipolaire, avec une notion de zéro influence. Il n'y a pas plus d'hommes ou de femmes typus melancholicus et il n'a pas nécessairement d'influence de l'âge non plus, à moins que, on en parle dans 1 minute. Cela favoriserait également le passage à chronicité avec plus de perte de l'élan vital et de culpabilité chez les dépressions typus melancholicus. Ce n'est pas un trouble de la personnalité, c'est une structure de personnalité. Ça, c'est quand même relativement important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça a ça a un rôle adaptatif qui est très fort. Alors, c'est important et intéressant de dire que ça a été étudié beaucoup en Allemagne et au Japon. Vu les caractéristiques, ça peut se comprendre. Ils ont fait des tests. Il y a 2 études en 2006 et en 1994 qui ont étudié le score de typus melancholicus chez des personnes qui ne sont pas malades, donc chez des contrôles. Les résultats au score étaient relativement similaires. Ce qui est intéressant, c'est que de manière générale, au-dessus de 60-70 ans, on avait un score légèrement plus élevé de typus melancholicus. 2 explications potentielles. Est-ce que c'est parce que la personnalité a tendance à se rigidifier un petit peu avec l'âge? Ça, c'était une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est peut-être de prendre les choses dans l'autre sens et de se dire qu'en fait, peut-être que c'est l'augmentation contre le conformisme et contre la pression sociale qui est arrivée un petit peu plus tard, sachant que l'étude japonaise date de 1994. Hein. Alors, en ce qui concerne la vulnérabilité du typus melancholicus, on en voit quand même beaucoup en consultation de personnes typus melancholicus. Souvent, c'est après une notion de gros burn-out, qui en fait est plus une dépression réactionnelle quand on le voit un petit peu comme ça, mais aussi de dépression postpartum, parce que finalement, on a très peu parlé ici de la dépression postpartum, mais en périnatalité, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Il y a une chouette étude pilote qui a été faite par Stangalini et Ambrosini en 2011, qui compare 6 dépressions postpartum typus melancholicus que eux ont étudiées et 6 dépressions postpartum des 119 patients de Stangalini en 59 et qui montre en effet qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Donc là, de nouveau, à voir. Le burn-out, il semble logique, il semble, je vais dire presque automatique.
Mais les 2 études qui ont été faites n'ont pas montré de différence statistiquement significative. Donc, ce serait peut-être utile d'en refaire d'autres ou de les refaire peut-être pas avec le score de Kashara qui est souvent utilisé, mais avec le Criteria pour Typus Melancholicus. Maintenant que nous, on l'a en français, on pourrait l'envisager. Et alors, en 2022, ici récemment, il y a 2 études qui sont sorties, enfin en 2020 et 2022 plus exactement, un qui montrerait un rôle protecteur du Typus Melancholicus contre la dépression. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être que justement le Typus Melancholicus a un rôle adaptatif très très fort, mais qu'une fois qu'il bascule dans cette dépression, là, c'est beaucoup plus difficile de l'en sortir parce qu'il n'a peut-être pas facilement tendance à chercher de l'aide ou au moins à l'accepter, quoi. Et puis enfin, il y a une notion d'augmentation d'insomnie, de sommeil non récupérateur dans des conditions de stress chez le Typus Melancholicus. L'idée, ce serait peut-être que les conditions de stress génèrent chez lui une culpabilité, une autoculpabilisation quasi immédiate en cas d'événement stressant. Et alors enfin, le traitement du Typus Melancholicus devrait plutôt se faire de manière phénoménologique pour essayer d'identifier les compromis relationnels et les paradoxes de vie de l'histoire du sujet, en essayant bien sûr de se concentrer sur son expérience suggestive à lui et voir un peu les possibilités d'adaptation au monde social. Attention, ne pas aller trop travailler ces critères sans les connaître convenablement, parce que ça veut dire qu'on va risquer d'abîmer cette valeur adaptative que sont ces critères. Et alors enfin, l'approche systémique peut être une idée de par son besoin d'ordre et de par son respect extrême de la hiérarchie et de tout ce qu'il y a autour de lui, les relations interpersonnelles étant extrêmement importantes pour lui, l'idée de s'occuper du noyau central et donc partir sur un abord systémique en se concentrant sur le noyau central familial, autour de quoi gravite le Typus Melancholicus au quotidien peut être une excellente idée, à nouveau comme avec beaucoup de prudence, pour ne pas risquer d'abîmer une potentielle valeur adaptative. Et alors enfin, le petit clin d'œil pour terminer, il s'agit d'un effet qu'on appelle l'effet cigogne, qui correspond à l'augmentation des naissances en Alsace, je pense, au moment où on a eu plus de cigognes à cet endroit-là. L'idée, c'est de toujours faire très, très attention aux corrélations. Ici, on a une corrélation relativement correcte entre le nombre de personnes qui meurent noyées dans une piscine par an et le nombre de films avec Nicolas Cage. Donc, oui, pour les corrélations, mais toujours avec prudence pour l'interprétation. Voilà, Jérôme, je te laisse... Voilà. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Enfin, je te remercie beaucoup pour toute cette présentation. Donc, je vais maintenant essayer de ramasser tout ce que vient de dire Émilie dans un cas clinique, le cas de Jonas, qui est un cas sur lequel, effectivement, j'ai déjà pas mal travaillé par le passé, et notamment, comme le disait Paolo durant l'introduction, avec mon collègue philosophe Grégory Corman. Alors, simplement pour mettre en évidence le cas Jonas, 2 petites citations, une de Marcel Mauss, l'anthropologue français, qui nous dit « Le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d'avoir indiqué comment l'analyse d'un cas défini peut mieux que des observations accumulées ou des déductions sans fin suffire à prouver une loi d'une extrême généralité ». Ou encore Carlo Ginzburg, l'historien italien, l'inventeur de la micro-histoire, nous dit le cas, jusque dans ses aspects les plus irréductiblement individuels, peut prendre une signification d'une certaine manière paradigmatique. Et c'est au fond une justification du recours à l'outil, au cas comme outil herméneutique pour comprendre des problématiques évidemment beaucoup plus générales. Alors, précisément, venons-en à Jonas. Et donc, Émilie, si tu sais passer la dia, ce sera parfait. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais d'abord vous raconter l'histoire de Jonas. Jonas est un homme de 64 ans. Il est incarcéré sous mandat d'arrêt pour avoir utilisé une arme à feu, un revolver,
en direction de policiers sur le devant de sa maison. Assez petit, de démarche athlétique, il entre dans mon bureau avec un visage que l'on pourrait qualifier de profondément vide. Lorsque je lui demande pourquoi il se retrouve en prison, il ne peut fournir que ces quelques mots avec une intense émotion dans la voix. C'est parce que ma maman est morte. Après ces quelques mots programme, Jonas s'écroule et pleure avec retenue en cherchant à contrôler sa respiration. Cela fait 3 semaines que sa mère est décédée à l'âge de 94 ans, de sa belle mort, comme dit Jonas entre 2 larmes. Je suis orphelin, dit-il aussi. Le premier entretien se déroule sur un mode paradoxal. Le flux de paroles de Jonas, entrecoupé par ses larmes, fait que je ne parviens quasiment pas à placer un mot et je me surprends à l'écouter me dire qu'il n'a rien à me dire. Je suis tellement triste que j'en arrive à ne plus rien ressentir. Je me sens vide, sans pensée, comme si je ne pouvais plus penser. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de venir vous voir. Il n'y a rien à faire pour moi. Je suis un cas perdu. On sera aussi attentif à la notion de cas perdu, qui est évidemment intéressante dans les mots de Jonas. Lorsque je parviens à placer une phrase, je demande à Jonas ce qu'il ressent. Quelles sont ses sensations, ses sentiments, et il répond « Je ressens que je ne ressens rien. J'ai l'impression que je ne suis plus moi. Je suis perdu. » Alors, Jonas est marié à Catherine depuis 30 ans. Ils ont un fils de 20 ans, Denis, qui recommence sa première année d'études à l'université pour devenir ingénieur. Jonas estime avoir de bons rapports avec son fils, tels que père et fils doivent en avoir. Gradué en électricité, donc diplômé en électricité, Jonas a travaillé toute sa vie pour la même entreprise. Il est parti à la retraite à 62 ans, alors qu'il était chef d'équipe. Jonas était très apprécié par ses collègues et connaissances. En témoigne l'impressionnante liste des visites à la prison et le nombre de marques de soutien reçues. Jonas se décrit comme quelqu'un de franc et juste en toutes circonstances, apprécié par tout son village et toujours prêt à rendre service. De fait, le contact en entretien inspire un sentiment de sincérité et de confiance. Catherine, son épouse, qui a 58 ans, est infirmière dans un service pour diabétiques et anorexiques. Il est à noter que la famille vit aisément grâce à des héritages et au loyer d'appartements que Jonas rénove et aménage depuis sa mise à la retraite. Bon est toujours là pour aider, comme Jonas se décrit lui-même. Il est quelqu'un qui ne parle pas de ses émotions, ni de son ressenti, ni de lui-même. Fils unique, il a été élevé par sa mère que nous appellerons Germaine, et ses grands-parents paternels. Le père de Jonas est décédé avant sa naissance. Lorsque je lui demande le souvenir d'enfance qui lui vient spontanément à l'esprit, Jonas raconte ses promenades dominicales, donc le dimanche, au cimetière pour fleurir la tombe de son père. Le thème de la mort est particulièrement récurrent dans le discours de l'intéressé. C'est ainsi qu'après avoir parlé du décès de son père, il enchaîne avec celui de ses grands-parents. Lorsque Jonas avait 31 ans, sa grand-mère est décédée à 94 ans. Et 6 mois plus tard, son grand-père a 88 ans. Décrivant une famille organisée autour du couple des grands-parents, Jonas dit avoir soigné ses aînés jusqu'à leurs derniers jours et avoir toujours écouté leurs bons conseils. C'est non sans fierté qu'il dit avoir tenu ses engagements envers eux, notamment en respectant la volonté de son grand-père qui ne voulait pas aller à l'hospice. Que ce soit avec ses grands-parents ou avec sa mère, Jonas décrit un altruisme bienveillant qui, au fur et à mesure de son discours, apparaît de plus en plus interpellant.
Si, de son propre point de vue, il parle d'une aide quotidienne, qui serait tout à fait légitime, le dévouement qu'il portait, surtout à Germaine, paraît totalement envahissant, allant jusqu'à empiéter sur l'ensemble des sphères de sa vie. Jonas et Catherine habitent depuis leur mariage la maison voisine de celle de Germaine. De jour comme de nuit, Jonas ne laissait jamais sa mère sans surveillance plus de 3 heures. Depuis 8 ans, tous les jours, sans la moindre exception, était rythmé par un passage chez sa voisine de mère. Il importe de souligner que la santé de Germaine ne nécessitait pas de telles dispositions puisqu'elle ne souffrait d'aucune maladie. Les médecins disaient qu'elle pouvait rester seule, ce à quoi Jonas répond que ces foutus médecins, ils n'en savaient rien. Elle n'était pas malade, mais elle a bien fini par mourir. Ces agencements rythmiques apposaient une organisation familiale entièrement pensée en fonction de cet unique objectif. Jonas s'absentait de son travail plusieurs fois par jour et, en cas de force majeure, confiait à sa femme le soin d'aller veiller chez Germaine. Un désistement de Jonas n'arrivant pas plus d'une fois par mois. La nuit, le scénario était le même et se répétait inlassablement. Cette organisation interdisait à la famille de partir en vacances, mais aussi de vivre toute activité qui n'aurait pu s'inscrire dans cette rythmique perpétuelle. Par exemple, Denis, le fils, qui participait régulièrement à des courses cyclistes, voyait sa mère l'accompagner à l'épreuve et son père faire parfois une centaine de kilomètres pour ne rester qu'une demi-heure sur la ligne d'arrivée. Son fils arrivait, il s'empressait de regagner aussitôt son village pour être dans les temps de sa propre course contre la montre. Le moment des repas, moment dont on sait l'importance dans le vécu familial, était entièrement sacrifié car Jonas les passait sans exception avec Germaine. Il mangeait alors avec son fils et son épouse uniquement si ceux-ci venaient manger chez Germaine. Lorsqu'il lit sur mon visage une interpellation que je ne parviens pas à cacher, Jonas se contente de répondre « c'est normal », formule qui revient très régulièrement dans son discours. Cette relation à la mère prenait pour Jonas et pour sa famille des proportions telles qu'elles perturbaient l'ensemble des rythmes fondamentaux. Bien qu'il situe cette néo-organisation, cette organisation nouvelle, depuis plus ou moins 8 ans, quand on lui pose la question, il semble bien que cette attitude de dévouement total soit en réalité présente depuis toujours. Depuis le décès de son père, me dira un jour son épouse, et rappelons que le père de Jonas est décédé avant la naissance de Jonas. Et que ces dernières années n'aient connu qu'une légère accentuation de ce processus. Alors, intéressons-nous maintenant aux 3 dernières semaines écoulées depuis le décès de Germaine. Ces 3 dernières semaines sont comme si j'avais dû commencer une nouvelle vie, dit-il. Jonas éprouve des difficultés à parler du jour du décès. D'une part, il exprime que c'est un thème bien trop chargé en émotions, mais il dit également ne pas bien s'en souvenir. Il dit « Je peux juste vous dire que je l'ai trouvé, que j'ai très vite compris ce que et que j'étais effondré. Je ne sais rien vous dire de plus. » Quand il lui est demandé comment il a réagi lors des jours qui ont suivi, Jonas répond « Sans vouloir nier ce qui s'est passé, je voulais continuer à aller la voir. J'allais toujours plusieurs fois par jour chez elle. J'y allais, même en pleine nuit. Je mangeais là tout seul et j'allais nourrir ses chats. Bien qu'il fût parfaitement conscient du décès de Germaine, et d'ailleurs sa femme confirmera qu'elle n'a jamais
observer d'ambiguïté à ce propos. On pourra dire qu'il ne délirait pas quant à la mort de Germaine. Jonas semblait pourtant le nier sous l'angle du comportement, sous l'angle comportemental. Réapparaît ensuite la thématique de la mort, mais sous une forme inédite. Jonas me révèle de manière affranchie que depuis le décès de Germaine, il pense régulièrement au suicide. Il déclare qu'il considère que la vie n'a plus de sens, qu'il se demande s'il va survivre à cette épreuve, si, comme ça, il pourra encore supporter la vie, ce qui sont des phrases typiquement mélancoliques. C'est alors qu'il explique les dispositions prises ces 3 dernières semaines. Invoquant un prétexte financier lié à l'héritage, il se fait domicilier seul chez sa mère, sans songer un instant aux considérations relationnelles et aux implications psychologiques que cela peut représenter pour lui-même et pour sa famille. Avec un détachement troublant, il confie que son départ ne pourrait s'envisager qu'une fois le caveau de sa mère serait achevé. Un tombeau dans lequel reposent Germaine et les grands-parents paternels de Jonas. Ce caveau familial pourra être aménagé pour accueillir une unique 4e place. Et quand j'ai eu l'occasion de présenter ce cas ces derniers mois à la suite de la sortie du livre, on m'a fait remarquer à juste titre qu'on ne sait donc pas où est le corps du père, puisque c'est un caveau de 4 places où il y a les grands-parents paternels, Germaine, qui est donc la belle-fille, et Jonas potentiellement. Et donc le corps du père a disparu et on n'avait pas d'explication à ça, ce qu'on trouvait quand même assez fascinant. Un autre acte posé par Jonas, quelques jours après le décès de sa mère, est d'avoir contacté la Société protectrice des animaux, qui s'occupe en Belgique des animaux qui n'ont pas de maître, pour qu'elle continue à nourrir quotidiennement les chats de Germaine, s'il était amené à disparaître. Il explique en pestant, en râlant, que ces dispositions étant inédites, la Société protectrice des animaux n'a pas encore su lui donner de réponse. Il a également contacté un avocat et un notaire pour s'assurer que la maison de sa mère ne puisse pas être vendue lorsque son fils en héritera. Jonas voulait s'assurer que le rythme qui a organisé toute sa vie perdurerait indépendamment de sa propre existence. Vous savez, me dit-il, remplir ses engagements a pour moi plus de sens que de vivre. Alors, parallèlement à ces dispositions, Jonas se met à boire de l'alcool pour la première fois de sa vie. Il ingurgite de grandes quantités de vin. Et jusque-là, Jonas n'avait jamais bu d'alcool de sa vie. Les journées et les nuits sont alors rythmées par la consommation d'alcool et les visites dans la maison de Germaine. Un soir, se sentant au plus mal, dit-il, il décide, en plus du vin, de prendre pour se soigner, me répète-t-il, le reste des médicaments de Germaine. Il s'endort non loin de son ordinateur après avoir imprimé ce qu'il appelle un projet de testament. Son fils découvre l'écrit et décide sur le champ de quitter la maison. Il le signale à Catherine et monte dans sa chambre pour préparer son sac. Catherine réveille alors Jonas qui, ivre, se dispute avec son fils. Denis le repousse en le frappant et franchit la porte de la maison. Jonas reprend ses esprits et sort pour rattraper son fils. Très vite arrive la police, appelée par Catherine. Jonas s'empare alors du fusil de chasse de son père, seul objet
qu'il possédait encore de ce dernier et tire un coup de feu dans le vide. Jonas est arrêté par la police et se retrouve en prison quelques heures plus tard. Alors, quelques éléments analytiques, et bien entendu, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ce cas. D'abord, évoquer avec vous les caractéristiques du typus melancholicus qu'Émilie nous a présenté en première partie de conférence. Et vous allez voir, mais vous l'avez déjà remarqué, le cas de Jonas correspond au fond parfaitement à ces 4 grandes caractéristiques décrites pour les 2 premières par Hubertus Stellenbach et les deux suivantes par Alfred Krauss. Donc le besoin d'ordre. Jonas accorde une importance considérable à satisfaire les attentes d'autrui. Et c'est intéressant parce que Jonas nous met clairement en évidence que le besoin d'ordre du typus melancholicus, donc de cette personnalité pré-mélancolique, est un besoin d'ordre qui n'est pas superposable effectivement au besoin d'ordre de l'obsessionnel, du trouble obsessionnel compulsif, car effectivement l'obsessionnel a un besoin d'ordre des objets, alors que le typus melancholicus a un besoin d'ordre des objets sociaux, des réalités sociales, des rôles sociaux et des places sociales des uns et des autres. Et Jonas cadre parfaitement à ce besoin d'ordre, tout particulièrement l'ordre social qui est le sien et qu'il estime nécessaire de respecter. Deuxième caractéristique du typus melancholicus, toujours décrite par Stellenbach, le caractère consciencieux, qui est la nécessité de prévenir le sentiment de culpabilité, de se comporter de façon à réduire le risque de faute. Eh bien, effectivement, Jonas présente ce caractère consciencieux, il présente une hypersensibilité au jugement d'autrui. Il est particulièrement dans la volonté de réduire le risque de faute. Troisième caractéristique, l'hyper ou l'hétéronomie, qui est assez proche d'ailleurs du caractère consciencieux, ce serait la tendance exagérée à s'adapter à la règle et aux normes externes et à les respecter de façon rigide. Évidemment, ça correspond de nouveau parfaitement à Jonas, tout en précisant, et je pense que ça c'est très intéressant d'un point de vue psychopathologique, ça a été évoqué d'ailleurs par Émilie en fin de conférence concernant les aspects thérapeutiques, la soumission aux normes d'autrui et surtout une soumission aux normes que le sujet estime être celles qu'autrui attend de lui. Et donc, évidemment, ça a une application thérapeutique massive, c'est qu'on pourrait penser que la nécessité consiste à soigner un problème extérieur au sujet, alors qu'en réalité, c'est une représentation individuelle d'un problème extérieur. Et donc, on voit tout de suite l'ambiguïté de ces situations où Jonas pourrait estimer que le problème vient de l'extérieur, alors que c'est une appropriation subjective et en première personne d'une identité de rôle. Quatrième caractéristique du typus melancholicus, l'intolérance à l'ambiguïté. Le sujet est incapable de ressentir des caractéristiques émotionnelles et cognitives opposées à propos d'un objet, d'une personne ou d'une situation. Les gens sont, et effectivement c'est le cas pour Jonas, soit bons, soit mauvais. Jonas a des phrases comme ça où il dit « j'ai vite compris si je peux faire confiance ou pas à une personne, soit c'est une bonne personne, soit c'est une mauvaise ». Et il estime lui aussi qu'il doit se comporter en étant toujours une personne irréprochable. Le moindre reproche qu'il pourrait se faire le catégoriserait du côté des personnes mauvaises, ce qui conduit évidemment à une réduction de la complexité d'autrui et une réduction au fond de toutes les formes de complexité, y compris la sienne, entre des complexités qu'on pourrait dire en fait avec une lecture morale simple, soit bonne, soit mauvaise. Alors, un autre élément important et sur lequel on a beaucoup insisté dans ces travaux que nous avons menés avec Grégory Corman sur le cas Jonas, c'est qu'il est assez fascinant de constater, et de nouveau, Émilie l'expliquait, je pense très très bien, lorsqu'elle mettait en évidence que paradoxalement, le typus melancholicus est une excellente défense contre la dépression, défense qui tient tant qu'elle tient, et qui par contre, paradoxalement, lorsqu'elle ne tient plus, est probablement un facteur précipitant dans l'expérience
mélancolique, dépressive mélancolique, car effectivement, cet équilibre psychologique, au fond assez fragile, bien qu'il ait tenu extrêmement longtemps, tient en réalité tant que Germaine, qui est une sorte de métronome qui donne le la à la vie de Jonas, était là. Le décès de Germaine, que Tellenbach appellerait comme étant la situation pathogène, est un moment de désynchronisation pour Jonas, un moment qui le fait basculer dans la pathologie. En perdant sa mère, il a également perdu le rôle qui organisait sa vie. Il a également perdu son rôle de fils, ce qui nous permet de comprendre un peu différemment cette phrase étonnante qu'il nous dit au début pour un homme de plus de 60 ans, « Je suis orphelin ». Eh bien, effectivement, Jonas est orphelin, il n'a plus de mère, il n'a plus non plus ce rôle social qui, au fond, l'attachait, le rattachait à l'existence et probablement le protégeait de l'expérience dépressive, ce qui nous permet de citer fort heureusement, je pense, Freud, qui, dans ses travaux sur la mélancolie, nous dit cette phrase assez fascinante. Le mélancolique sait sans doute qui il a perdu, mais non ce qu'il a perdu. Donc, on peut observer la perte de l'organisateur temporel sur lequel toute la vie de Jonas était réglée, sur laquelle toute sa vie sociale, y compris la vie de sa famille, était réglée. Nous assistons, pour reprendre les mots de Thomas Fuchs, à une désynchronisation fondamentale dans le vécu de la mélancolie, dans le passage du typus melancholicus vers le vécu mélancolique. Après le décès de Germaine, Jonas continue à se comporter comme si elle n'était pas morte, sans qu'il doute de sa mort, mais il continue à se comporter de la même manière. Progressivement, il doit se résoudre et faire face à cette nouvelle configuration, mais Jonas commence alors à consommer de grandes quantités d'alcool. En buvant, Jonas suspend le temps, ce qui est d'ailleurs un grand classique des problématiques alcooliques, la problématique alcoolique qui permet de s'échapper face aux questions identitaires, tout en sachant évidemment que ces questions identitaires reviennent le lendemain, et ce qui pousse évidemment la personne alcoolique à reconsommer de l'alcool régulièrement pour échapper à ces différentes questions. Et c'est d'ailleurs assez typique de nombreuses formes d'expériences dépressives qui me semblent vraiment, où l'alcool me semble vraiment venir rencontrer cette fonction. Au fond, on pourrait dire que l'alcool a un rôle de protection de la dépression bien moins efficace que le typus melancholicus d'une certaine manière. Donc Jonas refuse la question identitaire qui lui est adressée. Il doit réorganiser sa vie, retrouver des points de repère, récupérer un cycle temporel qui dépasse les 3 heures, au fond le cycle qu'il connaît depuis toujours. Et au fond, Jonas décide plutôt de prolonger ce moment d'interrogation en buvant et en prenant des médicaments. La possibilité d'une intentionnalité, pour le dire avec les mots de la phénoménologie, en tant que présent qui se jette dans le futur, en tant que présent qui s'éclate dans le futur, semble chez le mélancolique, et chez Jonas en particulier, inenvisageable. Jonas, au fond, est un être de passé, est un être qui a vécu et ne vit plus, c'est un être sans futur. Alors, dernière dia, et nous terminerons là-dessus, et puis nous pourrons un peu discuter peut-être. Il y a évidemment de très nombreuses hypothèses complémentaires. Ici, je viens de vous montrer de manière presque paradigmatique en quoi Jonas est un mélancolique passé d'abord par un vécu de typus melancholicus. Au fond, c'est presque un cas qui vient nous montrer que ces hypothèses de Tellenbach et de Krauss ont beaucoup de pertinence. Il nous semblait aussi intéressant, et c'était particulièrement le propos du cas Jonas, d'approfondir une série d'éléments qui pourraient passer peut-être inaperçus, qui nous permettent peut-être aussi de comprendre l'expérience mélancolique différemment. Et au fond, la première de ces hypothèses, et Paolo rappelait dans son introduction qu'un des auteurs qui m'influence beaucoup est Jean-Paul Sartre et son rapport à la liberté, nous avons, avec Grégory Corman, suggéré que le coup de feu de Jonas, au fond, que notre hypothèse du typus melancholicus pourrait presque laisser de côté, eh bien, si on réintègre cet acte délinquant, cet acte qui va à l'encontre des normes sociales,
Nous avons décidé, avec Grégory Corman, de l'interpréter également comme un acte de liberté qui viendrait répondre à cette hyper-normativité mélancolique. Nous en arrivions même à dire, au fond, c'est peut-être le moment où Jonas est le plus libre de toute son existence, peut-être le premier moment de l'existence de Jonas où il est libre. Et tout ça en se positionnant dans une perspective en première personne, et bien entendu, j'insiste, sans légitimer ce coup de feu, bien entendu. Ce n'est pas ça l'objectif, mais c'est d'essayer de comprendre ce comportement chez Jonas. Nous en étions arrivés, et je pense que c'est une hypothèse qui a beaucoup de valeur d'un point de vue psychopathologique et d'un point de vue thérapeutique, à l'idée que le mélancolique est au fond un individu, et Jonas en particulier, un individu en recherche d'un choc, un choc comme élément caractéristique de l'expérience mélancolique. Alors je rappelle, et vous le savez sans doute, que historiquement, le traitement principal des mélancolies était l'électrochoc. Et à l'heure actuelle, ça reste, les thérapies par électrochoc, les seules situations où l'électrochoc reste recommandé, celles des dépressions mélancoliques résistantes. Et il semblerait même, selon de nombreuses études, que les effets thérapeutiques soient bien meilleurs que toute forme d'antidépresseurs. Alors, pratiques qui sont de moins en moins présentes pour des raisons que l'on peut aussi tout à fait comprendre liées à une association avec des pratiques asilaires et même à certains égards régressives de la psychiatrie. Il n'empêche que c'est assez intéressant de voir qu'il demeure pour des cas qui peuvent apparaître perdus, comme Jonas se présente, des cas dont on n'arrive pas à les faire sortir de la torpeur mélancolique, que cette forme de recommandation de l'électrochoc reste présente. Deuxième élément qui nous permet de discuter du choc mélancolique, un choc paradoxal, ces sujets extrêmement passifs, c'est l'hypothèse qu'on retrouve notamment chez un auteur allemand comme Gerd Huber du raptus melancholicus, qui est un classique de la psychopathologie allemande et française et francophone, raptus melancholicus, qui suggère que chez des sujets d'une extrême passivité, plongée dans une dépression la plus totale, on a pu décrire dans la littérature une série de comportements tout à fait inattendus où des individus présentaient des comportements de rapt, c'est-à-dire de suractivation, qui peuvent d'ailleurs être présentés comme des comportements agressifs et violents, pouvant mener d'ailleurs à des faits extrêmement graves, de patients enfermés dans la mélancolie et qui semblaient d'un coup sortir de leur torpeur, à certains égards un peu comme Jonas, lorsque, sans que personne ne s'y attende, il décide de tirer ce coup de feu. Je rappelle aussi, toujours dans la tradition psychopathologique, cette description assez fascinante qu'on retrouve notamment chez Henriet, mais chez d'autres psychiatres aussi de l'époque, des sujets ayant tenté de se suicider dans un état de mélancolie qui apparaissait comme miraculeusement guéri lorsque l'on parvient à les réanimer ou les sauver. Comme si le choc de la mort proche semblait avoir eu un effet thérapeutique absolument stupéfiant. Et on décrit vraiment des cas de patients qui se disent guéris de leur mélancolie après avoir frôlé la mort. De manière peut-être un peu plus anecdotique et amusante, mais au fond assez géniale, je pense, d'un point de vue thérapeutique, Albert de Marais, psychiatre liégeois, spécialiste en éthologie, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans mes travaux, qui a écrit notamment un livre extraordinaire qui s'appelle Éthologie et psychiatrie, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec un psychiatre portugais qui s'appelait Antonio Vieira de Lisbonne, et qui s'était aussi lui aussi intéressé à l'éthologie. Albert de Marais, qui s'est beaucoup intéressé à la mélancolie, voulait, pour ses patients mélancoliques suicidaires, c'est une anecdote qu'on m'a racontée à son propos, organiser une séance de saut en parachute, et estimant que les patients sauteraient et qu'au fond, c'est eux qui décideraient ou pas finalement d'activer le parachute. Et il avait vraiment cette intuition que c'est des comportements qui pourraient les guérir de leur mélancolie. Et c'est assez intéressant de savoir que cette séance de saut en parachute avait été refusée, ce qui semble peut-être raisonnable, par l'institution psychiatrique dans laquelle travaillait Albert de Marais, pour des raisons d'assurance, pour des raisons de trop grand risque. Et on peut imaginer évidemment
ces risques. Toutefois, je crois que c'est extrêmement intéressant de voir cette intuition de Desmarais et en même temps ce refus social, sociétal relativement évident du choc. Et je pense que c'est assez intéressant de voir qu'on a parfois tendance à traiter traiter thérapeutiquement la mélancolie au moyen d'outils qui vont protéger l'individu, qui vont, je pense aux chambres capitonnées, je pense aux espaces qui vont être très apaisants, à des espaces blancs, surtout, je crois qu'on va essayer de tout mettre en place en fait pour faire éviter des chocs aux mélancoliques. Et il ne semble pas déraisonnable de penser qu'un des éléments de la thérapie avec les patients mélancoliques, c'est peut-être avec eux de chercher des chocs, peut-être de les susciter, ou en tout cas de ne pas faire avec le monde social qui consiste à empêcher le sujet mélancolique de rencontrer ce choc. Dernière chose, et je m'arrêterai là-dessus, il nous semblait très important avec Grégory Corman d'interroger aussi à travers le cas de Jonas et le mélancolique en général, peut-être les pathologies du monde social dans lequel nous vivons, où semble-t-il, en tout cas ça peut être une hypothèse, la seule possibilité ou une des seules possibilités de déroger aux normes, d'arrêter de répondre à des normes de plus en plus contraignantes, et peut-être l'explosion violente et soudaine. Et ça nous semble être un modèle, alors toute proportion gardée, bien sûr, mais qui nous permet peut-être de comprendre toute une série de comportements contemporains incompréhensibles. Et on avait notamment fait des analogies avec ce qu'on appelle l'amok. Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui est beaucoup utilisé en portugais, mais c'est un mot qui vient du portugais, hein, amok. Je crois que ça vient d'amuco, si je me souviens bien. Et c'est un mot qu'on utilise notamment dans la langue allemande actuellement et anglaise pour qualifier les comportements dans des school shootings, hein, aux États-Unis notamment, de comportements tout à fait invraisemblables, hein, de jeunes qui, du jour au lendemain, semblent passer à l'acte selon des modes extrêmement violents. Et on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de commun, hein, dans cet acte tout à fait soudain et inattendu d'une grande violence de jeunesse chez un individu qui semblait ne manifester aucune. Évidemment, l'hypothèse n'est pas de faire de toutes ces personnes qui produisent ces comportements délinquants dramatiques des personnalités pré-mélancoliques ou mélancoliques, mais ça nous semblait intéressant d'y voir un phénomène commun, et peut-être, puisque finalement nous sommes avant tout des cliniciens, même uniquement des cliniciens, de produire un effet d'épaississement de la compréhension de Jonas, et d'en faire au fond un individu qui n'est peut-être pas si étrange que ça dans la société dans laquelle nous vivons, mais qui vient peut-être répondre aussi à des codifications sociales qui méritent d'être interrogées. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Émilie et Jérôme. Ce fut un excellent exposé avec une transition parfaite entre le cas et le concept. Donc, entre l'analyse clinique et le questionnement conceptuel. Je crois que nous pouvons maintenant ouvrir le débat, inviter des questions, des commentaires. Portanto, creio que todos apreciamos este equilíbrio extremamente feliz entre análise clínica, casuística, concreta e interpretação conceptual. Portanto, vamos agora abrir o debate. Todas as questões e comentários, obviamente, serão muito bem-vindos. Quem desejar participar, não hesite. Ligue o seu microfone e comunique. Et j'imagine alors que Paolo fera gentiment la traduction vers le français des questions. Exactement. Merci beaucoup, c'est gentil. Quem desejar colocar a questão em português, eu traduzo com todo gosto. Je parlerai en français quand même, si je dis des mots qui ne sont pas intelligíveis, Paulo corrigirá. Paulo, também para começar, seria possível tirar o documento
o texto, porque nós temos, pelo menos o que eu tenho no ecrã, é ainda hipóteses complementares. Exactement. E como também sou inábil, não tenho as vossas caras, o que eu tenho é o documento. Émilie, pourriez-vous suspendre la présentation du PowerPoint, s'il vous plaît? Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, la présentation a été très intéressante et très heureuse du point de vue de la complémentarité entre la théorie et, disons, le cas Jonas. Ma question est j'aurais d'autres questions après, mais ma première question est sur le temps, sur l'expérience de la temporalité, qui est, disons, double. D'un côté, Jonas n'aime pas, il a un dégoût, un très grand dégoût en ce qui concerne le changement. Et alors, ma question est si on peut établir une corrélation entre la résistance au changement d'un côté et d'un autre côté la souffrance. Et encore sur le temps, vous dites à la fin de votre présentation, dans la version que vous avez envoyée, que Jonas est un être sans futur. Et ma question est que, d'une certaine façon, Jonas est bien sûr un être sans futur, mais il est sans futur parce qu'il est sans présent. Je vais dire que c'est le présent qui fait l'articulation, la continuité du passé et du futur. Et ce qu'on trouve dans le cas Jonas, c'est l'absence du présent et l'expérience de la mort de sa mère, toujours présente. Il dit c'est quelque chose qui me paradoxal, qu'il dit la belle mort. Quand il parle de la mort, cette mort est belle. Pourquoi? Parce que dans le comportement de Jonas, tout se passe comme si cette mort n'était pas un événement irréversible. Et comme si ce qu'on peut dire du présent de Jonas consistait à ritualiser, à continuer de vivre cette mort, cette belle mort. Je ne sais pas si j'ai été tout à fait précis dans ma ou mes questions. Merci. Je pense que vous êtes parfaitement précis et merci beaucoup. Je vais répondre à Émilie, puisque ce sont des questions qui sont plus liées à Jonas. Je pense que, en tout cas, je vais répondre dans un premier temps, Émilie pourra compléter. Je pense que vous avez été très clair et je suis en fait globalement totalement d'accord avec vous. Je vais peut-être dire trois choses. D'abord, sur Jonas, effectivement, je disais que Jonas est un être sans futur, mais en réalité, je suis assez d'accord avec vous pour dire que c'est d'abord un être sans présent. Vous savez bien que Saint Augustin disait il y a trois temps, il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Et je crois que Jonas nous pose véritablement cette question. Et Jonas est un être qui n'a plus qu'une forme de temporalité, c'est le présent du passé. Hein, véritablement, il n'y a plus de présent du présent, si ce n'est une perte du vécu émotionnel, et il n'y a plus de présent du futur. Donc je suis évidemment parfaitement d'accord. Alors, je trouve très intéressant ce que vous dites du rapport à la belle mort. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une particularité de la traduction langagière, mais en français, mourir de sa belle mort, ça veut dire mourir sans grave maladie. Okay? C'est-à-dire mourir
sans avoir, en ayant vécu âgé et au fond presque naturellement, comme si c'était la fin d'un processus. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je croyais que c'était plus fort, merci. Voilà, voilà. Mais je pense que ça n'empêche que votre interprétation est tout aussi juste, parce que Jonas, quand il me dit que sa mère est morte de sa belle mort, c'est étonnant qu'il me dise cette phrase-là, parce qu'il arrive et il est absolument effondré de cette mort-là, et donc il serait plus logique qu'il ne me dise pas ça. Et au fond, c'est étonnant comme il va se raccrocher à un concept langagier presque social qui vient un peu l'aider pour évoquer ça. Et donc je trouve que ce que vous dites est très intéressant. Et cette idée qu'il y aurait chez Jonas quelque chose de réversible dans l'expérience de la mort de Germaine, je ne pense pas que d'un point de vue conscient ce soit présent chez lui, mais je pense assez volontiers qu'on pourrait dire que de manière préconsciente, peut-être que les psychanalystes, pré-réflexive, et peut-être que les psychanalystes diraient inconsciente, il y a quelque chose chez Jonas d'une absence de la mort de Germaine. En tout cas, son vécu comportemental est un vécu très troublant. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je l'ai pas mal interrogé là-dessus, parce qu'une des questions qui était présente d'un point de vue diagnostique, c'était de savoir s'il n'y avait pas des éléments délirants. Hein, on sait très bien que ça peut être fréquent dans la mélancolie. Et Jonas vit une mélancolie très forte, mais sans épisode délirant, en tout cas en apparence. Et j'avais vraiment l'impression, je me souviens encore de la discussion d'équipe qu'on avait, où certains avaient dit, il y a un délire caché. Hein, c'est un délire qui est agi et qui n'est pas du côté du psychisme. Et donc, je crois que ça rejoint assez bien votre hypothèse, et donc je suis assez d'accord avec ça. Et alors, la dernière chose, vous parlez de la notion de changement et de souffrance. Hein, c'était la première partie de votre remarque. Vous parliez de la question de la temporalité et de l'impossibilité de changer et de la souffrance. Et je pense que effectivement, le vécu typus melancholicus, ça reprend vraiment l'hypothèse que développait Émilie en fin de présentation, est en fait une organisation, tant qu'elle tient, remarquable d'un point de vue psychique. Alors probablement pas en termes d'épanouissement, dans le sens où Jonas ne sera jamais un grand inventeur, ne sera jamais un avant-gardiste, ne sera jamais un grand artiste, mais dans de nombreuses séquences de la vie sociale, fonctionner comme ça est un fonctionnement, en fait, d'un point de vue, j'ai presque envie de dire, moderne. Il y a quelque chose de très adapté. On demande à beaucoup de gens dans les sociétés modernes de fonctionner, voire peut-être même postmodernes, de fonctionner de manière extrêmement carrée. Et en perdant... Et donc je crois que dans le mode de fonctionnement pré-mélancolique chez Jonas, et en particulier chez les typus melancholicus, il n'y a pas de souffrance. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on a affaire à des gens qui nous semblent avoir des vies tout à fait... Et on a parfois en consultation des gens qui ont les traits du typus melancholicus, de ce qu'un auteur comme Sami Ali, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un psychanalyste égyptien, mais qui a fait toute sa carrière à Paris, un psychanalyste très important pour moi, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Banal, en 1980, et il décrit des modes de fonctionnement tout à fait similaires de gens qui sont dans la répétition quotidienne de l'expérience, et il dit que ces gens sont tout à fait coupés de toute forme de souffrance, c'est des manières de fonctionner assez infaillibles, et donc qui sont très peu accessibles à la psychothérapie, puisqu'il n'y a pas de raison de soigner quand il n'y a pas de souffrance, d'une certaine manière. Et il est vrai que le passage du côté de la mélancolie, on voit vraiment que, à cause du décès de Germaine, ou parfois d'autres situations pathogènes, hein, ce qui est assez typique aussi chez les mélancoliques, c'est par exemple le changement de travail, ou bien l'apparition dans la famille d'un enfant qui peut produire ce vécu mélancolique. Il y a un changement des rôles sociaux, en fait. On voit vraiment alors l'apparition de la souffrance comme si la souffrance avait été emmagasinée toute la vie et qu'à un moment, elle sortait toute d'un coup. Et c'est ce qui explique vraiment cette torpeur totale du vécu mélancolique. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on pourrait soutenir. Merci. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma pergunta, se calhar vou aproveitar aqui a tradução do Paulo, pode ser? Então, para a Émilie, eu gostaria de compreender se esta experiência de culpabilidade que ocorre no tipos melancólicos
se pode ter alguma relação com a perturbação da personalidade narcisista. Esta é a pergunta para a Emily. E eu gostava de perguntar ao Jérôme, relativamente ao caso Jonas, se aquela experiência final, pronto, em que ele realmente dispara aquele tiro, se motivou alguma alteração comportamental. Porque quando vi o seu quadro das hipóteses finais, fiquei sem compreender, talvez até pela questão linguística, se houve de facto alguma alteração no comportamento do Jonas após o disparo e após ele ser preso, ou em que condições ele ficou psicologicamente depois dessa experiência tão radical. E é isto. Je traduis. La première question pour Émilie. Teresa demande si vous trouvez un rapport entre la culpabilité qui caractérise le typus melancholicus et le trouble de personnalité narcissique. S'il y a un lien quelconque envisageable. Pour Jérôme, en ce qui concerne l'épisode final du coup de feu de Jonas, est-ce que le coup de feu a entraîné un véritable changement comportemental? C'est-à-dire, est-ce que ce raptus melancholicus a vraiment déclenché quelque chose de radicalement nouvel chez Jonas? Par exemple, après son incarcération, est-il perceptible un changement qualitatif? Voilà, merci. Je vais essayer de répondre rapidement. Merci pour cette question très intéressante. J'avoue avoir fait cette présentation plusieurs fois et c'est la première fois qu'on me parle de la personnalité narcissique, ce qui est, je trouve, non seulement assez pertinent, mais aussi très intéressant. Donc, merci. Pour y répondre, enfin, en tout cas, je vais essayer. Je pense que la culpabilité du typus melancholicus est peut-être centrée sur son besoin absolu de maintenir une harmonie à tout prix, de manière peut-être un petit peu moins, un petit peu plus désespérée. Ce qui fait peut-être un petit peu plus penser au côté narcissique, ça va être le fait que ce besoin de hiérarchie, de respect de la hiérarchie, ce sens du devoir et ce besoin de maintenir l'harmonie est complètement assumé, voire même carrément revendiqué par le sujet, typus melancholicus. Et donc, que c'est quelque chose que lui, non seulement accepte, mais revendique. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas assumé par lui. Sa culpabilité vient vraiment de la moindre source de conflit et il ne l'attribue pas à l'autre, il se l'attribue à lui. Je me demande si le narcissique ne va pas plutôt avoir l'impression que c'est la faute des autres et que lui est super, alors que justement le typus melancholicus va avoir l'impression que les règles sont autour et qu'il doit respecter les règles. Donc je dirais qu'il y a quelque chose plus par rapport à l'ego qui va être différent dans le typus melancholicus que dans le narcissique. Le narcissique va dire que c'est la faute de l'autre, un peu par défaut, et le typus melancholicus va dire que c'est sa faute, un peu par défaut, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Sim, eu compreendo, acho que compreendi a resposta. Obrigada. Bien, mais donc je vais répondre. Je trouve que ce sont effectivement deux questions très intéressantes et passionnantes. Et je vais donc répondre concernant la deuxième. Je pense, Teresa, que vous avez tout compris et vous avez très juste en fait. C'est que là où notre argument mérite d'être approfondi, alors dans le livre on prend la peine d'approfondir cela, c'est que
quand je compare le choc de Jonas comme un coup de feu, enfin le coup de feu comme un choc, quand je le compare au suicide raté du mélancolique, je dis bien que le mélancolique est subitement guéri. Hein. Et Jonas n'est pas subitement guéri, puisque Jonas arrive dans mon bureau dans un état de mélancolie. C'est pour ça que, alors, il y a deux réponses à faire à cela. La première, c'est que je pense bien que le mélancolique n'est pas un individu qui cherche un choc, mais qui cherche des chocs. Et d'ailleurs, les électrochocs, on en fait généralement plusieurs, et il y a une nécessité de reproduire ce comportement-là. Ce qui nous semblait intéressant dans ce coup de feu, c'est que il est produit par Jonas lui-même. C'est lui-même qui produit ce comportement-là. Et pour être tout à fait sincère, quand moi j'ai rencontré Jonas, je n'ai pas du tout pensé au coup de feu. Je n'ai pas du tout interrogé ce coup de feu-là. Et je n'ai pensé au coup de feu après en avoir parlé avec des collègues, notamment avec Grégory Korman, mon collègue philosophe, que bien après, quand je n'ai plus eu l'occasion de rencontrer Jonas. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de l'interroger lui-même sur ce que ça lui avait fait, ce coup de feu, ce que ce coup de feu lui avait produit. Et il est vrai que, en tout cas, on ne peut pas dire que ce coup de feu l'a guéri comme on pourrait presque l'imaginer selon le modèle du choc que je proposais. Mais je pense qu'effectivement, il y a plutôt la nécessité de reproduire ces chocs et tout en sachant bien sûr que l'effet baguette magique du magicien, comme on l'a avec Albert de Marais qui veut faire sauter ses patients en parachute, je pense que dans la clinique, évidemment, c'est plus compliqué que ça et que c'est plutôt une répétition du choc ou ce que moi j'aime beaucoup appeler en ce moment, après avoir lu une série d'auteurs qui parlent de ce concept-là, de la recherche de décoïncidence. C'est vraiment l'idée qu'on a parfois tendance en clinique et je crois que les mélancoliques nous poussent à la coïncidence avec soi-même. Et je pense de plus en plus que la thérapie, particulièrement avec les patients mélancoliques, c'est la production aussi de décoïncidence dans l'existence et au fond d'une alternance entre décoïncidence et coïncidence. Je ne sais pas si je vous réponds correctement, je suis peut-être allé un peu au-delà de la question, je suis désolé. Non. Oui, merci. C'est bon. Merci. Je suis curieux. Vous avez dit que vous n'avez pas eu l'opportunité de voir Jonas après. Si il y a eu une fin à ce cas, est-ce qu'il s'est guéri ou plutôt est-ce qu'il y a eu une autre fin? Oui, c'est le grand mystère du cas Jonas, c'est-à-dire que Jonas est un patient que j'ai rencontré en prison. J'ai été pendant plusieurs années psychothérapeute en prison. Et je l'ai en fait rencontré Jonas que 4 fois en l'espace de 3 semaines, 2 semaines et demie. Et donc en fait, Jonas a été, en Belgique, on utilise le concept de mandat d'arrêt, c'est-à-dire une personne qui est arrêtée sans être jugée. Et donc elle est tous les mois prolongée par un juge jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Et donc, c'est des gens qui sont non condamnés, donc c'est-à-dire innocents, qui sont enfermés. C'est un statut un peu particulier, mais qu'on a, je pense, au Portugal, en tout cas qu'on a dans la plupart des systèmes pénaux qui existent. Jonas n'a pas été confirmé au bout de ce mois par le juge, ce qui était tout à fait raisonnable parce que Jonas n'était pas un individu dangereux. Son coup de feu était très impressionnant. Et pour être complet, ce qui a conclu, ce qui a amené au fait qu'il n'a pas été prolongé, c'est que les expertises en balistique, donc les expertises des spécialistes concernant le coup de feu, ont mis en évidence que le coup de feu n'avait pas été tiré sur les policiers, mais qu'il avait été tiré vers le sol. Et donc, en fait, c'était un tir dans la terre, alors en direction des policiers, mais clairement dans la terre, et qu'on avait pu montrer par une série de compétences techniques que Jonas ne pouvait pas être inculpé pour tentative d'assassinat, en réalité, mais qu'il était inculpé pour un autre chef d'inculpation que j'ai oublié, mais qui n'était pas aussi grave que la tentative d'assassinat ou la tentative de meurtre, qui là, généralement,
conduit à des enfermements plus longs. Et il a été libéré. Il aurait été jugé par après, mais il n'est pas revenu à la prison où je travaillais. Je ne sais pas dire du tout ce qui sera advenu, s'il a été jugé, s'il a été jugé coupable, s'il a eu un emprisonnement. Ça, c'est évidemment le mystère de la thérapie en prison, c'est qu'on est contraint par un dispositif particulier et que parfois on a des patients dans lesquels on est dans un long processus thérapeutique qui du jour au lendemain disparaissent de nos consultations. Mais c'est aussi ce qui amène le piment de ces formes de thérapie. Merci. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour revenir sur la question de l'équilibre du typus melancholicus. C'est-à-dire, vous avez clairement expliqué que en fonction de la charge d'anxiété ou de demande d'une situation spécifique, donc une situation sociale ou biographique, disons-le de façon générale, peut devenir une situation pathogène, c'est-à-dire avec une charge excessive. Bon, ce concept est assez opératoire, mais est-ce que on peut le développer davantage? C'est-à-dire, quel est le jeu ici entre adaptation et déséquilibre et perte de fonctions adaptatives. C'est-à-dire, peut-on en quelque sorte modeler le jeu factorial entre, on pourrait parler peut-être de résilience et de facteurs de risque, facteurs protecteurs, etc. aussi dans ce type de structure de personnalité. Donc, à votre avis, qu'est-ce que l'on peut ajouter pour essayer de mieux comprendre le passage du typus melancholicus avec une fonction stabilisatrice et son écroulement? Merci. Je vais peut-être commencer à répondre, Jérôme, si ça te va. C'est une question particulièrement intéressante dans la mesure où je pense que c'est là que se trouve la clé. Je pense que c'est là que se trouve toute la solution et tout le jeu qui est intéressant et qui devrait être fait pour mon typus melancholicus. Jérôme l'a dit tout à l'heure, les typus melancholicus, ce ne sont pas des grands artistes originaux. Ça va plus être des gens qui vont suivre un mode très opératoire et qui vont avoir je veux dire qu'ils vont être typiquement l'infirmière japonaise extrêmement fiable et qui ont justement une grande résilience et une grande valeur adaptative. Parce que si jamais il y a un problème, ils avancent tout droit et ils ne se posent pas tellement de questions sur les règles qui sont données parce que leur objectif, c'est de les respecter le mieux possible. Là où ça devient intéressant, c'est quand même les personnes qui ont une capacité d'adaptation extrême et qui respectent extrêmement les règles, quand même ceux-ci s'épuisent, là, ça veut dire qu'il y a quand même vraiment quelque chose d'important à voir et à gérer. Mon idée, en fait, ce serait d'essayer de regarder un petit peu au moment où le typus melancholicus arrive dans la première phase où il est surchargé, où il est enfermé dans cette prison de devoirs et d'obligations, où il ne fait plus que travailler, mais ça peut être un travail, comme on a dit tout à l'heure, un déménagement, la naissance d'un enfant, ça peut être beaucoup de choses, parce que le travail, c'est le plus facile et le plus décrit dans la littérature, mais le fait d'imaginer un typus melancholicus qui gère tout à fait bien sa vie et puis qui se retrouve à avoir un enfant en plus et à ne pas réussir à gérer le bébé, plus le travail, plus la maison, c'est quelque chose qu'on peut aussi tout à fait entendre. Mon idée, ce serait d'essayer d'apporter de l'aide
et de donner plus d'aide disponible, parce que le typus mélancolicus n'ira pas la chercher spontanément, l'aide. Parce qu'alors, ça veut dire qu'il n'est pas capable, et que donc il y a conflit, et que donc il y a culpabilité, et donc c'est pire. Donc il va continuer à avancer tout droit. Et la majorité des typus mélancolicus, on ne les voit pas, hein, parce qu'ils sont dans cette prison de devoirs et d'obligations. Ils arrivent en deçà de leurs attentes, ils sont vraiment déçus par ce qui se passe, et puis ils trouvent une autre solution. Et puis ils rebondissent, et puis ils sont repartis. Là où c'est très intéressant, c'est s'ils n'y arrivent pas et qu'ils tombent. Ceux qui mettent un genou à terre, il y en a très peu, mais ils sont plus difficiles à remonter. D'où l'intérêt d'essayer, face à une personne en burn-out, une personne en dépression postpartum, une personne qui déclare des difficultés au travail, peut-être chercher ces critères de typus mélancolicus et alors peut-être aller dans une autre direction. Essayer de pouvoir conscientiser. Souvent, il faut un petit peu de temps pour avoir un lien thérapeutique, mais de ma petite expérience en clinique, ça peut être vraiment chouette de faire comprendre à ces personnes qu'elles ont ce fonctionnement. C'est vraiment passionnant. Ah, exactement. J'aimerais rebondir sur cette évocation de mentalizing. Bon, quel est le pouvoir, quelle est l'efficacité, à votre avis, de cette thérapie de développement bon, je vais dire en anglais, de mentalizing, donc de auto-interprétation de sa propre fragilité ou vulnérabilité? C'est assez délicat parce que je dirais que je dois avoir fait ça avec en tout et pour tout 4 personnes en 5 ans de temps. Donc, ça ne me laisse pas énormément, un énorme échantillon. Mais je donnerai un exemple en particulier d'une jeune femme qui travaillait en Angleterre dans ces trucs de bourse britannique, là où tout le monde court partout et où c'est vraiment très compliqué. Ils lui ont donné de plus en plus de travail. Elle a continué à travailler jusqu'à ce que finalement elle somatise. C'est-à-dire que ses mains ont développé un psoriasis qui s'appelle la peau de crocodile, ce qui veut dire qu'elle ne savait plus, au départ elle avait mal, et puis petit à petit elle ne savait plus prendre un verre, elle ne savait plus taper à l'ordinateur, elle a vraiment été très 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 loin dans sa maladie, jusqu'à ce que en fait là il y ait une possibilité qu'elle arrive chez moi avec ses mains envoyées par le dermatologue, hein, parce qu'elle ne voulait pas voir de psychiatre au départ, et puis lui faire comprendre qu'elle ne peut pas s'arrêter parce qu'elle est typus mélancolicus et que si elle s'arrête, elle va tellement se sentir coupable qu'elle ne peut pas. Ça a permis déjà de réussir à la mettre en arrêt et d'avancer petit à petit. Faire conscientiser, aider à mentaliser les choses, ça avance petit à petit, ça prend du temps. Mais à mon avis, ça vaut mieux que donner des médicaments. On peut faire les deux, évidemment, mais parfois, dans une situation bien précise, avec un type bien précis, ça vaut la peine d'essayer d'aider à mentaliser et d'avancer. Le résultat, ce n'est pas du jour au lendemain, évidemment, mais on arrive au bout de quelques mois quand même à avoir quelqu'un qui conscientise et qui avance tout seul. C'est très agréable. Oui, je voudrais... je pense que la discussion que vous avez est très intéressante et à mon avis très, très importante et à mon avis qui dépasse même à certains égards la question du mélancolique. Et je pense qu'au fond, c'est une question très phénoménologique que pose Paolo. C'est est-ce que nos problématiques psychiques passent inéluctablement par le langage et par la mentalisation? Et spontanément, je dirais qu'en plus de tout ce que vient de dire Émilie, sur à quoi je souscris, je crois que c'est un des intérêts, notamment de la thérapie systémique, c'est de pouvoir interroger des problématiques comme celle-là sans se focaliser là-dessus, puisqu'au fond, on pourrait se dire le problème du mélancolique ou du typus mélancolicus, encore plus, c'est qu'il n'est pas capable de faire avec ça, et donc il va reproduire en fait du même, puisqu'il fait toujours la même chose. Et je dirais qu'une deuxième chose, moi je crois assez bien à la question du corps dans ces cas-là. Et je crois que la dimension corporelle est au fond des modes de thérapie qui intègrent l'interaction, enfin voilà, je m'intéresse beaucoup
à la question de la thérapie avec le monde animal, et je pense que notamment avec les personnes dépressives en général, ça fonctionne vraiment très très bien. Et je pense qu'elles ont cet intérêt de produire aussi un effet de décentrement par rapport à la cognition, disons-le comme ça. Et je crois que ça, mais je crois que c'est en fond une recommandation qu'on peut faire pour toutes les formes de thérapie. Hein. C'est René Le Riche, qui était un chirurgien français, disait la santé, c'est le silence des organes. On pourrait dire que la santé mentale, c'est le silence de la vie mentale. Et donc, on doit parfois aller chercher les sujets dans leur silence psychique et pas toujours activer la parole. Et c'est un peu dans ce sens-là que je crois que l'hypothèse du choc est une hypothèse intéressante, car elle peut être non mentalisée, elle peut être très pratique. Quand André Marais pense à aller sauter en parachute, il ne dit pas à ses patients que c'est pour aller mettre en cause leur vécu mélancolique. Mais c'est pour produire du changement. Et je crois que la thérapie a aussi une grande nécessité de ne pas uniquement se centrer sur ces dimensions, je dirais, cognitives ou réflexives, sans en faire strictement l'économie. Et c'est pour ça que je dis que je souscris à tout ce qu'Émilie évoquait précédemment. Je pense que M. Pereira voulait prendre la parole. En tout cas, il a sa main levée. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je veux dire le plaisir d'entendre le français, premièrement. Et après, je veux aussi faire un salut pour une tradition importante, une tradition encore vivante, des personnes comme Tellenbach ou Krauss, qui est mort il y a peu de mois, quelques mois, et que j'ai connu au Portugal. Mais je vais faire des questions difficiles. La première c'est la question et la différence entre mélancolie et dépression. La mélancolie est une autre chose, ou c'est une forme spéciale de dépression. Cette question est très importante et il y a des réponses très différentes. Et j'ai aussi pardonnez mon français, j'ai rappelé les travaux de Minkowski. Je m'ai aussi pensé à une maladie du temps, qui parfois il a décrit dans la mélancolie. Et la dernière question, c'est le traitement. Quel traitement on peut faire pour que... On peut parler de choc, mais il y a des formes de faire une psychothérapie de choc. Comment on peut... que penser? Que psychothérapie de choc on peut penser? Parce que la systémique n'est pas une thérapie de choc. Je voulais ce sont des questions, la mélancolie versus dépression et une psychothérapie. Merci beaucoup. Je peux envisager de commencer à répondre pour la première et un tout petit peu pour la deuxième. Et puis, je pense surtout que
permettrait à Jérôme de répondre à la deuxième, surtout parce que je sais que ce soit pour la première ou la deuxième, c'est écrit dans le livre sur Jonas, bien en détail. Mais comme je l'ai dit assez brièvement dans le petit PowerPoint ici, ce qui nous est enseigné à l'université en spécialisation de psychiatrie, c'est le DSM. C'est-à-dire que la dépression en caractéristique mélancolique est la dépression majeure avec des caractéristiques de l'ordre plus du quantitatif. On est tous relativement d'accord ici, je crois, pour dire que cette idée de quantitatif est vraiment dommage parce qu'on passe à côté de toute une symptomatologie et de tout ce qu'elle peut avoir d'intéressant et de fascinant. Il y a différentes façons de voir la mélancolie, ça je suis tout à fait d'accord, qui sont probablement toutes bonnes. Je pense qu'on choisit tous un petit peu ce qui nous parle le plus. L'idée de la mélancolie comme désynchronisation, c'est vraiment quelque chose qui à moi, me parle beaucoup. On en parlait pour Jonas, mais je pense que c'est tout à fait correct pour le mélancolique de manière générale. Il est bloqué dans le passé et ça rend les choses assez faciles à diagnostiquer et ça nous permet du coup d'essayer d'avancer au fur et à mesure. Je crois que pour pouvoir définir vraiment une dépression mélancolique ou la mélancolie en général, il faudrait plusieurs livres. Et autant je suis très contente de ceux que j'ai lus, autant je pense que je n'ai même pas terminé et qui n'ont peut-être même pas encore été tous écrits. Pour ce qui concerne le traitement de la mélancolie, bah c'est un peu dommage, mais on peut répondre simplement en hôpital. Par rapport à ce qu'on fait nous à l'hôpital, avant même de parler de psychothérapie, le risque énorme de la dépression mélancolique, c'est le raptus suicidaire en fait. C'est de ça qu'on a peur. On a peur que dans un moment de désespoir, ce mélancolique qui est finalement catatonique et finalement assez immobile, catatonique, ne se mettent à faire un raptus suicidaire. C'est ça qui est très, très dangereux. Il faut faire très, très attention et ne pas se fier. On dit en français, il faut se méfier de l'eau qui dort. Mais c'est vraiment ça, ne pas se fier au fait qu'il est calme parce qu'un moment de raptus est vite arrivé. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et puis oui, nous, on médique. Nous, on médique de manière générale. Nous, on donne quand même au moins un antidépresseur et au moins quelque chose pour dormir. Et de ce que j'ai vu dans les différents case reports qui ont été étudiés, de mélanco et les différentes prises en charge, oui, ça c'est evidence-based, ça c'est sûr. Pour ce qui est de la prise en charge psychothérapeutique, là, je laisse répondre Jérôme, qui a probablement beaucoup plus d'expérience que moi. Bien, mais en fait, c'est des questions vraiment très importantes que vous posez là et merci beaucoup. Je vais dire deux choses, ou trois. La première, c'est quand vous parliez de la différence entre mélancolie et dépression, je pense que vous avez tout à fait raison. Et comme Émilie l'expliquait tout à l'heure dans la conférence, c'est que au fond, pour le DSM, il n'y a qu'une variation quantitative entre la mélancolie et la dépression. Pour le DSM, la mélancolie, c'est une grosse dépression, hein, avec des signes un peu plus graves. Alors que pour la tradition phénoménologique, que ce soit Krauss ou Tellenbach ou Krauss, mais aussi Binswanger, d'une certaine manière, et des auteurs italiens, je pense aussi à Giovanni Stangelini qui a beaucoup travaillé là-dessus, la mélancolie, c'est un paradigme qualitatif différent. C'est une réalité d'expérience, c'est un vécu radicalement différent de la dépression. Et ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Et au fond, la proposition à mon avis, la plus pertinente, c'est celle de Tatosian, qui disait c'est le sentiment de l'absence de sentiment. Hein, c'est une sorte de vide absolu de l'existence, le fait d'expérimenter une émotion qui signerait la fin du vécu émotionnel. Et je crois que c'est assez raisonnable si on est d'accord pour dire que ça, c'est la base de la mélancolie, c'est-à-dire la perte de la Stimmung, d'une certaine manière. Je crois qu'on peut dire alors que la mélancolie est une psychose, en réalité, et que c'est une expérience psychotique du monde, alors sans nécessairement un délire, etc., mais c'est une sorte d'anéantissement d'existence, et qui est d'ailleurs souvent les mélancoliques disent que ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent
les mots ne sont pas suffisants. Ce qui est quand même assez typique du vécu psychotique. Hein. C'est un indicible, le vécu mélancolique. Et donc, je pense que Tatosian l'a vraiment bien cerné à travers ce concept de sentiment, d'absence de sentiment ou d'émotion qui ne peut plus vivre d'émotion. Chez Max Scheler, on peut aussi retrouver le philosophe des descriptions phénoménologiques où il décrit des couches émotionnelles différentes et il explique qu'il y a une émotion fondamentale, la lure emotion, qui est présente. Et je crois que la mélancolie, elle est attaquée dans cette émotion de base qui nous rattache au monde et qui n'a pas à voir avec l'expérience dépressive. Et donc, je ne crois pas du tout qu'il y a un gradient entre dépression et dépression mélancolique, mais que c'est plutôt deux réalités différentes et deux expériences du monde différentes. Et je ne crois pas d'ailleurs que quand on est dépressif, on risque de devenir mélancolique. Je crois que généralement, on est plutôt l'un ou l'autre en général. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous évoquiez Minkowski et je suis vraiment convaincu que la description très fine que Minkowski produit de la temporalité est exacte. Et à mon avis, Minkowski a été beaucoup influencé par Bergson, Henri Bergson, sur cette question du temps. Et je crois que c'est là la clé, c'est la question de l'élan vital, hein, alors que Minkowski a beaucoup relié à la schizophrénie, mais je pense que, et de nouveau, c'est ce qui en ferait une psychose, je crois que la mélancolie vient mettre en évidence cet élan vital bergsonien tel qu'il est troublé et qui empêche la personne de continuer à adhérer au monde d'une certaine manière, ou qui adhère tellement qu'elle s'englue dans l'existence et crée une réalité qui ne produit plus de temporalité et plus de futur, comme on le disait tout à l'heure, et même plus de présent d'une certaine manière. Alors, sur la question de la thérapie, c'est évidemment une question très compliquée. Et je vais un peu redire ce que je disais tout à l'heure quand je répondais à Paolo, c'est que moi, je suis assez convaincu qu'en règle générale, dans la thérapie, et en particulier dans les cas de psychopathologie, on doit s'autoriser à quitter le paradigme narratif pour aller vers... Alors, bien sûr, on utilise le narratif, on peut partir de l'hypothèse quand même que déplier le monde d'une personne a pour incidence que le monde est un peu plus ample et un peu plus vaste et que la personne va s'exprimer dans un monde plus ouvert. Mais je crois quand même qu'avec la psychopathologie et particulièrement la schizophrénie ou la mélancolie, on comprend vite qu'on est limité dans notre rapport aux mots, beaucoup plus que ce qu'on ne le serait dans un cas pour le dire de manière freudienne, une névrose. Hein, où là, on voit que les effets de la narrativité sont fortement produits. Et donc, moi, je pense qu'il faut penser des paradigmes thérapeutiques plutôt de l'ordre soit du corps, comme je le disais à Paolo tout à l'heure, soit de l'espace. Et je pense que votre question était très subtile, c'est comment, si on dit qu'il faut du choc, comment on produit le choc. Alors, je ne sais pas, je crois que le thérapeute, dans ces cas-là, doit s'autoriser à être original. Et je crois qu'il doit produire ce que le patient mélancolique ne s'attend pas à ce qu'il soit produit. Je crois que ce sont des personnes qui passent leur vie, les mélancoliques, à subir une existence qui est toujours attendue, et je crois qu'on doit leur amener de la discontinuité du changement. Je vais donner un exemple, mais voilà, qui serait à compléter, qui n'est sûrement pas magistral, mais moi, ce que je fais souvent avec mes patients, à ma consultation privée, qui se passe ici, d'ailleurs dans le bureau où je suis pour l'instant, j'ai la chance de consulter mes patients à la campagne et il y a un petit chemin qui passe, un petit chemin dans lequel on marche à pied, qui passe devant le jardin. Et il m'arrive de temps en temps de proposer aux patients d'aller marcher. Quand j'ai l'impression, ce qui nous arrive quand même souvent en tant que psychothérapeute, d'être pas très efficace ou même d'être mauvais, je prends ça comme solution de secours. Je leur dis, il nous reste un quart d'heure de thérapie, on pourrait aller un peu marcher. Et un jour, en fait, ça m'est venu parce qu'un jour, j'étais avec une patiente mélancolique, plus ou moins mélancolique, disons-le comme ça. Je crois que le diagnostic pourrait être rediscuté. Mais en tout cas, où j'avais le sentiment qu'il n'y avait absolument aucune affectivité dans la relation. Ça, c'est la 3e séance qu'on avait. Et il n'y avait aucune émotion.
Et au bout d'une demi-heure de séance de psychothérapie, je lui ai dit, écoutez, madame, je vous propose que l'on sorte marcher. Et on est sorti marcher, et au bout de 15 secondes, elle a commencé à pleurer. Et je lui ai dit, mais madame, que se passe-t-il? Et elle m'a dit, mais vous n'imaginez pas, ça doit faire plusieurs dizaines d'années, donc c'est une dame qui avait presque 70 ans, et elle dit, ça doit faire plusieurs dizaines d'années que quelqu'un n'a pas perdu du temps avec moi. Et elle était très marquée par le fait que je perde du temps avec elle. Alors, ce qui est très paradoxal, puisqu'on est rentré et puis elle a payé sa séance de psychothérapie, donc c'était plutôt elle qui perdait du temps que moi, mais ça avait été absolument nécessaire. Alors, je ne peux pas dire que c'est une baguette magique absolue, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça a radicalement changé la thérapie entre nous. Et c'est une dame que je vois toujours maintenant, ça fait plusieurs années, et c'est devenu, la balade, un jeu entre nous. Parce qu'on a reparlé de cette anecdote-là, forcément, ça nous avait beaucoup marqué tous les deux. Et je lui ai dit, après qu'on en ait discuté, j'ai dit, écoutez, on va convenir de quelque chose. Quand moi, je ne me trouverai plus très bon thérapeute, je vous proposerai qu'on aille marcher. Et quand vous ne me trouverez plus très bon, vous me proposerez qu'on aille marcher. Et maintenant, on va marcher de temps en temps. Et parfois, au bout de 4-5 séances, quand on n'a plus été marcher, elle me dit, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on retourne un peu marcher. Et je crois que, voilà, j'essaie de vous dire que ce sont des chocs, ce n'est pas vraiment du choc, ça, hein, mais c'est de la discontinuité, c'est de la décoïncidence. Et je crois que dans la thérapie, avec la psychopathologie en général et la mélancolie en particulier, produire de la décoïncidence est à mon avis utile, tout comme, et puis je m'arrête là-dessus, je pense qu'on doit essayer de ne pas être strictement utile pour son patient, mais qu'on doit aussi s'autoriser à être inutile. Et je crois que la thérapie, c'est quand on accepte qu'on n'est pas toujours utile pour son patient et qu'on arrive à être inutile pour eux, c'est-à-dire à aller marcher avec eux, quoi. Et je crois beaucoup à ces vertus thérapeutiques-là qui ne doivent pas être, me semble-t-il, technicisées. Ça ne doit pas devenir une technique qu'on pourrait solliciter, mais je crois que le thérapeute doit un peu se fier à son ressenti à ce moment-là et produire le comportement qui lui semble pouvoir être produit. Merci beaucoup. Sortir du cadre, voilà, oui. Merci aussi. Très bien. Y a-t-il une dernière question ou un dernier commentaire? Bem, uma última intervenção, quem deseja, antes de terminarmos. Vamos acabar com finir. Merci à tous, surtout merci à Émilie et Jérôme. De ma part, j'ai appris beaucoup de dimensions qui sont très importantes. Surtout, je vais réfléchir sur ce que vous avez dit, même sur... Ce n'est pas une question, en tout cas, si vous voulez commenter, ce que vous dites, ce que je dirais, l'alexithymie du mélancolique. Mais c'est quelque chose que je trouve dans la littérature sur la mélancolie, mais je trouve aussi les manifestations très, très fortes de l'affectivité. Il y a des contextes où les patients sont, disons, passionnés. Alors, cette idée d'alexithymie, de l'absence de sentiments, m'intéresse
réfléchir. Et beaucoup d'autres aspects. Bien sûr, cette question pour moi toujours très importante du point de vue théorique, du point de vue thérapeutique. Je ne suis pas psychothérapeute. En tout cas, m'intéresse cette relation de changement. D'un côté, votre travail est de proportionner un changement et des gens comme des patients comme Jonas, ils résistent à cette, ils se conforment et résistent à une autre façon de s'adapter au changement. Alors, je vous remercie. J'ai dit peut-être quelque chose qui vous interpelle. En tout cas, pour moi, a été très, très intéressant, très important. Il y a beaucoup de matériaux auxquels je vais réfléchir après cette très intéressante séance. Si vous voulez encore, sinon on peut terminer. Je pense qu'on est au fond tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et c'est vrai que le concept d'alexithymie, au fond, vient dire des choses similaires à ce qu'on évoque. Mais que ce soit l'alexithymie ou que ce soit le sentiment d'absence de sentiment, vous mettez bien en évidence que c'est insuffisant. Et qu'en fait, la mélancolie, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que une perte de ce vécu affectif, mais c'est aussi ces moments de grande excitation ou même effectivement ce que vous expliquez bien probablement que les psychanalystes utiliseraient la notion de sublimation qui peut apparaître de manière très étonnante. Il y a aussi eu beaucoup de grandes propositions artistiques de personnes en état mélancolique et je pense que c'est aussi intéressant et probablement d'un point de vue thérapeutique, ces moments de production sont des moments qui mérite d'être travaillé. Merci. Alors, on va continuer régulièrement à faire ces sessions de séminaire Modos da Melancolia. Avec Thérèse, nous ferons le programme pour le prochain mois, pour décembre, et nous donnerons l'information pour tous. Alors, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, au revoir, merci pour votre accueil. Au revoir. Merci pour tout. Merci, Paul.